Salut tout le monde, bienvenue à TV Laval Nouvelle. Déjà en partant l'émission. Ça commence très mal, Ben mesdames oui, c'est parce et que messieurs. ce qu'il faut dire aux gens, c'est qu'évidemment, avant d'ouvrir la caméra, on se dit toujours un peu, OK, toi, tu vas commencer en premier, je vais enchaîner sur telle direction. Mais on tel improvise! sujet. Ben c'est ça, et c'est la beauté de l'affaire. Puis d'habitude, quand tu dis toujours salut, bonjour tout le monde, bon début d'émission, moi, je fais toujours des... Mais je ris Fait aussi que là, parce c'est qu'Alex, ça. il veut pas que je dise bonjour tout le Non, monde. non, parce que évidemment, l'émission que vous regardez présentement est rediffusée à plusieurs reprises. Alors, je dis toujours bienvenue tout le monde. Faut que ça soit neutre. Ben Salut oui. tout le monde. Alors, regarde, Faut bon ça que matin, bonne soirée, bon après-midi, c'est fait. Avant que les gens changent de poste, là, parce qu'on dit trop de niaiseries, Ouais. je vais tout de suite aller rejoindre Parfait. Monica Choukassi, notre première invitée, qui va nous parler finances. Puis toi, je vais te Exactement. laisser faire tes nouvelles. Hey, certainement, puis je te retrouve tantôt. Oui, parfait. Hey, fait que bonne émission. Hey, toi aussi, Hey! Alex. Merci. Et merci d'être encore là une fois cette semaine. On vous informe bien sûr, Monica Choukassi qui sera là, Nicolas Vincent Poirier également un petit peu plus tard, on va parler cinéma. Puis Stéphanie Léveillé-Denis aussi va nous parler de la musique. Mais évidemment, en prémisse, c'est ce segment nouvelle. Alors, 80 adresses qui ont été sans électricité après un accident de camion. Peut-être en avez-vous eu donc connaissance, un conducteur de camion lourd qui a eu la frousse le 12 octobre après avoir accroché plusieurs fils électriques, faisant ainsi tomber des poteaux et transformateurs dans un secteur industriel situé près du boulevard Le Corbusier et de la rue Berlier. Voilà. Et l'incident s'est produit dans la cour arrière d'une entreprise située au 2995 boulevard Le Corbusier. Et par ailleurs, quand les poteaux électriques se sont écroulés, une partie des fils est tombée sur une clôture métallique, augmentant les risques d'électrification. Et les pompiers sont arrivés sur place, de raconter Michel Saint-Jean, chef aux opérations du service de sécurité incendie de Laval. De lui, il fuyait de l'un des transformateurs amochés, tel qu'il doit le faire en pareille circonstance. Si sa vie n'est pas immédiatement en danger, le conducteur n'est pas sorti, il est demeuré dans sa cabine. Et pendant que la police de Laval délimitait un périmètre de sécurité pour empêcher la présence de curieux, la dizaine de pompiers requises dans l'opération finalement secouru le conducteur après avoir obtenu l'assurance d'Hydro-Québec qu'il n'y avait plus de courant. Et heureusement, si le conducteur a été secoué par sa mésaventure, personne n'a été blessé, vraisemblablement durant l'incident. Le soutien d'Environnement Québec a également été requis pour prévenir tout risque de ce côté. Un autre dossier, conduite des aînés, une tournée de sensibilisation qui s'arrête à Laval. La tournée La Bonne Conduite n'a pas d'âge a fait 2 arrêts à Laval les 10 et 12 octobre aux résidences pour aînés les Jardins de Renoir et les résidences Soleil Manoir Laval. Cette tournée pour sensibiliser et éduquer les aînés est organisée par la Fondation CAA Québec dans 20 résidences du Québec durant le mois d'octobre. Une quarantaine d'aînés ont pris part à la tournée du 12 octobre où ils ont pu tester leurs réflexes avec le simulateur de conduite, adopter une position de conduite ergonomique, suivant l'atelier auto-ajuste et ajuster les rétroviseurs afin de bien couvrir les angles morts avec l'atelier Vision 360. La Fondation rappelle aussi que certaines capacités nécessaires pour conduire commencent à faiblir et que des risques peuvent apparaître même dès l'âge de 45 ans. Les aînés au volant sont davantage impliqués dans des accidents que les plus jeunes automobilistes et cette tendance est à la hausse. Les statistiques du bilan routier de la Société d'assurance automobile du Québec, de la SAC, sont claires. Le nombre d'accidents chez les 55 ans et plus est en hausse. Ce groupe représentait 45 % des décès sur nos routes. C'était l'an dernier. Alors, voilà maintenant ce segment nouvelle terminé. Je me déplace du côté du plateau. Viens nous rejoindre, Monica Alex. qui est là. J'ai Encore eu un le fou fourré. rire. Ben oui, Mais encore. J'ai eu le fourré tout le long de Ben tes oui. nouvelles. OK, ben c'est correct. Je te fais Là, rire au moins. Je me ressente. Je te fais rire, c'est bon. Monica, salut. Salut. Merci d'être là, merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Alors, on poursuit un peu ce qu'on avait parlé dans les dernières semaines. C'est-à-dire, on avait commencé par 25-35. 5,35. On a un peu parlé des 35-45. Oui, la semaine passée, ou la semaine d'avant, on s'est emporté, puis Oui. on n'avait Ouais. pas pu en parler. Le vent était très fort. Ouais, ouais. C'est ça. Donc, on fait la suite aujourd'hui. Oui, c'est ça. de La ce suite groupe-là. des 35-45, puis... 45-55. Exactement. Alors là, dans le fond, on continue nos bonnes habitudes, donc l'épargne, le 10 % toujours minimum. Pour, Toujours, tout le oui, monde a dit. toujours, parce que tu as toujours un moment dans ta vie où tu ne travailleras pas. Ouais. Donc, 25 à 30 ans de ta vie, tu ne travailleras pas. Tu as toujours la possibilité d'avoir des imprévus, puis j'espère que tu vas avoir toujours des projets. Alors, ce 10 % minimum, ça sert à tout ça. La retraite, les projets et les imprévus. Ensuite de ça, naturellement, maximiser tous les outils d'épargne. Alors, les REER, les CELI, Ouais. les régimes d'épargne études, tout ça. Alors, quand on a pris une bonne voie, bien, il faut la conserver parce que là, naturellement, des fois, on augmente de salaire, on se sent tranquille, puis on se dit, bon, mais tu sais, là, ça serait le fun de commencer à se lâcher lousse.
Et là, le danger, bien, c'est d'avoir le voisin gonflable. C'est ça. Et là, je remarquais dans tout ce qu'on a jasé dans les dernières semaines, autant pour le 25-35 que le 35-45, on est vraiment, tu sais, on est des professionnels, on travaille encore. Il y a un certain rythme de vie qu'on a à peu près pareil. Évidemment, les ambitions sont différentes. On peut comprendre à 40 ans qu'à 25, mais je remarque qu'il y a quand même un certain Polaroid qui est pareil, une photo qui peut être à peu près pareille. Mais là, quand on arrive le 55, là, c'est vrai, c'est très dissonant de 45, de 40, de 25 et de 35. Là, la retraite arrive, c'est complètement autre chose. Bien, quand on arrive, déjà, quand on commence 40 ans, déjà, il faut que tu conserves ton air d'aller. Toutes tes bonnes habitudes, il faut que tu les conserves, puis il ne faut pas que tu perdes le cap. Parce que c'est très, très, très facile. Il s'agit d'une mauvaise décision d'investissement, parce que souvent, c'est tentant. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ouais. Alors, c'est facile de prendre un chemin plus court pour arriver à tes fins, sauf que tu n'as plus de temps. Tu as moins de temps pour te rattraper. Exactement. Si jamais tu prends une mauvaise décision. C'est vers quel âge qu'on devrait s'être débarrassé de toutes nos mauvaises dettes? Je parle pas de l'hypothèque, tout ça. Bien, normalement, avant de prendre ta retraite. Ah, donc, OK, moi, j'aurais pensé peut-être autour de 40 ans, on devrait avoir l'hypothèque et les bonnes dettes, mais... Bien, normalement, une hypothèque, c'est 25 ans. Mais c'est une dette positive qui doit diminuer. Ou tant qu'on a un taux d'intérêt bas, on n'a pas à s'inquiéter. Bien, c'est ça. Il faut magasiner. Tout le long de ta vie, c'est le fun de te protéger, c'est le fun d'épargner, mais il faut magasiner. Magasiner votre hypothèque, magasiner votre assurance hypothécaire, parce que ça, c'est des milliers de dollars. Là. On ne parle pas de 25 sous sur votre café. Là. Ouais. On parle de milliers de dollars. Mais encore là, ce sera variable si on est pris à taux fixe ou à taux, justement... Bien, présentement, c'est sûr que c'est mieux du taux fixe parce que les taux sont en augmentation. Aussi, oui, sont en augmentation. Mais je parlais également de carte de crédit, c'est des taux d'intérêt. Bien, c'est ça, mais il y a des cartes de crédit aussi. Il y a des cartes de crédit à très bas taux, mais ça implique que vous avez une rigueur. Il faut avoir des cartes qui ont 10 ou 11 de taux d'intérêt. Et ça aussi, ça se magasine. Surprenamment, vous pouvez magasiner avec Visa ou avec Mastercard, vous pouvez magasiner votre taux d'intérêt. C'est fou à quel point, j'ai fait l'exercice récemment, mais j'ai remagasiné mes assurances de voiture. J'ai sauvé quand même 200 $. J'ai magasiné également mon forfait de téléphone cellulaire. J'ai sauvé 20 $ par mois. Et quand tu l'échelonnes sur une année, je veux dire, ça fait 500, 600 $ quand tu regardes tout là, dans tes dépenses courantes. Cet argent-là, si vous l'épargnez avec les intérêts, normalement, à 7 d'intérêt, puis ça, c'est un bon taux d'intérêt, mais quand vous êtes sur le long terme, vous pouvez aller chercher ça. Ça vaut la peine de courir après eux un peu, parce que c'est sûr qu'eux ne vont pas nous appeler pour nous dire qu'on peut économiser 100 $. Parce qu'oubliez pas que si vous pouvez aller chercher du 7 en positif pour de l'épargne, vous avez des taux d'intérêt extrêmement élevés pour des dettes. Encore plus élevées. Alors, à part, présentement, au niveau des hypothèques, c'est intéressant, mais c'est quand même, on parle de 200, 250 000 en général. Qu'en est-il des REER, des CELI, quand on a 45-55, par exemple? On continue, mais il faut toujours, il y a des priorités, dépendamment de votre réalité. C'est sûr que si vous avez des fonds de pension, bien, peut-être prioriser le CELI au lieu de prioriser à ce moment-là le REER, parce que le REER, dans le fond, c'est de l'impôt reporté. Ouais. Alors, mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que l'impôt que vous récupérez cette année-là, bien, vous pouvez soit le réinvestir ou soit en profiter pour certains projets ou pour à ce moment-là. Parce que des fois, par exemple, à 50 ans, les enfants souvent sont partis de la maison. Ça peut arriver. Ça peut arriver peut-être. C'est sûr, il y a des temps ils peuvent revenir. Ils reviennent surprenamment, oui. Oui, peut-être. Connaissance de cause? Moi, j'ai eu un jeune jusqu'à 28 ans à la maison. Bon, on le salue. Oui. Mais par contre, tu sais, normalement, on prend une situation de base, 50-55 ans, normalement, les enfants ne sont pas à la maison. Donc, ça donne une voiture. Ça donne une voiture, pas une voiture, mais plutôt une opportunité d'investir plus aussi dans le REER. Des fois, le danger, c'est que les gens n'investissent pas plus dans de l'épargne, ils investissent plus dans des dépenses. Alors là, ce n'est pas un investissement. Si tu dis, tu arrives à la fin de ton hypothèque, tu dis, mais là, je vais aller rénover, tu vas emprunter un autre 100 000. C'est parce que là, moi, quand je regarde le délai puis que je vois que la personne va avoir fini de payer son hypothèque à 75 ans, ça veut dire entre 60, 65 puis 75, c'est quel est le revenu ou la capacité financière de cette personne-là pour faire face à cette dette-là. Alors, des fois, c'est épeurant parce que c'est pas avec ce que le gouvernement te donne que... Non, c'est pas avec 200 $ par semaine ou 150. Effectivement. Est-ce qu'on fait 55-65 la semaine prochaine? Certainement. Excellent. Merci beaucoup. Merci, Monica. Merci, Monica. À bientôt. C'est toujours très intéressant. Effectivement, toujours bien illustré. Merci.
C'est une magnifique idée qui a pris son essence en 1991 et puis on en est rendu à la 28e édition. C'est une initiative portée par Isabelle Tremblay, qui est directrice générale de l'art et spectacle de Laval et coordonnatrice à la Fondation de soutien aux arts de Laval. On parle de la saison 2017-2018 des Déjeuners croissants musique. Merci d'être avec nous. Bonjour, Madame Isabelle Tremblay. Ça a l'air absolument délicieux comme événement, ça, dans tous les sens. C'est le cas de le dire, ouais, pour les oreilles, pour la ça. bouche. Expliquez-nous un peu, peut-être, pour raviver un peu, peut-être, cette idée-là dans la tête des gens, puis peut-être l'expliquer pour ceux qui ne la connaissent pas encore, ce que c'est, les Déjeuners croissants musique. Alors, les Déjeuners croissants musique, c'est vraiment le concept de matinée musicale du dimanche matin. Donc, c'est toujours un dimanche. Et les gens arrivent un peu avant le concert pour manger parce qu'il y a une variété de viennoiseries, pâtisseries, tous les breuvages. Et comme ça, le concert commence à 11 h ensuite pour une durée d'1 heure seulement. Et chaque concert est suivi d'une visite guidée à la salle d'exposition de la Maison des Arts de Laval pour ceux et celles qui désirent y participer. Alors, ça fait un beau dimanche matin. Ça finit tôt, 12h30, 12h45, tout est terminé. Les gens ont leur dimanche par la suite. Alors, c'est vraiment, vraiment agréable. Puis, on a vu facilement depuis le début, depuis ces 28 ans, que ce concept répond à un besoin. Vraiment. Ah oui, le besoin... Ah oui, le besoin est là. Sortie familiale? Non. Le public s'est ciblé par lui-même, même au tout début, les personnes un peu plus âgées. Ouais. Vous savez, les personnes un peu plus âgées n'aiment pas sortir le soir. Alors, pour eux, c'est le concept parfait. Ils ont un beau concert, de la belle musique. Et puis c'est un dimanche. C'est vrai que c'est rare qu'on peut voir un concert le matin. Oui, puis est-ce que c'était pas un besoin aussi d'aller peut-être... parce qu'il y a beaucoup d'amateurs de musique classique aussi, et il n'y a pas tant que ça de diffusion, malheureusement. Là. Non. Donc, est-ce que c'était pas ce besoin-là aussi également? Ce besoin-là également. Et le concept, c'est que c'est dans le foyer de la Maison des Arts. Alors, ce n'est que 120 places. C'est intime. Et c'est très intime. Les musiciens et le public sont collés les uns les autres. Les gens voient les doigts, ils les entendent respirer. Alors, ça aussi, c'est rare. En plus des arts visuels, après, donc c'est une belle matinée culturelle. C'est ça. Et est-ce qu'au cours de ces 28 ans, parce que, veux pas, la musique classique, c'est un peu démocratisé, je pense, depuis quelques années. On n'a qu'à penser à l'OSM qui fait des artistes pop avec, justement, imbrique la musique classique ensemble. Est-ce que, justement, vous avez, au cours des dernières années, disons, un peu apporter des modifications à la programmation, changer un peu des thèmes ou ça restait toujours dans les mêmes teintes? Non, je ne peux pas dire que j'ai apporté des modifications parce que j'ai toujours, quand je travaille une programmation, parce qu'il y a beaucoup d'abonnés, il y en a beaucoup qui prennent des séries entières. Donc, je pense toujours à varier. Donc, j'ai vraiment une variété dite classique de toutes les époques. Là. Il peut y avoir aussi de la Renaissance, ou du baroque ou du romantique. Ouais. Et j'intègre, à l'occasion, presque à chaque série, j'intègre une chanson française, interprète de Piaf, de Brel, peu importe. Et j'essaie de mettre un petit jazz. Qui a eu cette idée? Cette idée il y a 28 ans. Comment ça a commencé exactement? Moi, je suis musicienne de formation et je viens de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et j'ai joué dans ce type de concept dans ma région, mais aussi ailleurs au Québec. Puis quand je suis arrivée à Laval, puis que j'ai vu qu'il n'y avait pas ça, pour moi, c'était impossible. Une belle grande ville comme Laval qui n'a pas ce concept, non. Alors, je vais le faire, moi. Quelle bonne idée! Ça a commencé comme ça. Mais moi, j'avais jamais entendu parler de ce concept. Oui, je trouve ça arrive souvent génial. qu'on me dit ça. Pourtant, ça fait je veux implanter ça dans ma ville natale. Pourquoi pas? Au secours! Ben oui! Puis parce que je regardais quelques noms quand vous parliez de variété et dans la programmation, c'est coup de cœur pour le hautbois. Et par la suite, une chanteuse que j'aime beaucoup qui provient de ma région natale, la Mauricie, et que je connais personnellement, Fabiola Toupin, quand vous parliez de chanteuse de chansons françaises. Oui. Elle, c'en est une. Oui. Et parmi la programmation de cette année, est-ce que vous avez un coup de cœur? Est-ce que les gens, qu'est-ce qu'il ne faut pas qu'ils ratent? Qu'est-ce que vous diriez aux gens parmi vos coups de cœur que vous avez cette année, par exemple? Je sais que c'est difficile, mais... C'est difficile parce que je suis une femme d'émotion aussi. Et quand je mets quelque chose à la programmation, c'est parce que ça m'a touchée. C'est déjà un coup de cœur. Fait que il y a beaucoup de coups de cœur. On a eu en ouverture de saison en septembre un quatuor à cordes. C'était incroyable.
Et ça, là, c'est un quatuor de jeunes, en plus. Puis, des fois, je privilégie les jeunes, mais ça, c'est un autre sujet. mais aussi, exemple, le violoncelliste est justement un boursier de la Fondation de soutien aux arts de Laval, et il est compositeur. C'est incroyable qu'est-ce qu'il compose. Alors, il a fait une de ses œuvres aussi de quatuor à cordes. Il a composé pour violoncelle et orchestre qui a été joué par l'OSL. Okay. En tout cas, j'ai beaucoup de coups de cœur. On voit que vous avez de la passion. C'est ça que je trouve formidable, c'est de rendre la musique classique accessible à tous, parce qu'on a peu l'occasion d'aller à des spectacles comme ça, où on ne prend pas le temps, tout simplement. Vous avez parlé, parce qu'il reste peu de temps, mais vous avez parlé d'un jeune qui a bénéficié de la Fondation de soutien aux arts de Laval. On n'a plus beaucoup de temps, là, mais je tiens juste à dire aux gens qu'ils ont jusqu'au 26 février 2018 pour déposer leur projet. C'est la date limite. Toutes les informations sont au bas de l'écran pour y avoir accès à l'instant et pour déposer votre projet. Merci d'être venu nous en parler. Merci beaucoup, Isabelle. Merci à vous. Le maire de Laval qui réagit au remaniement ministériel. Le maire de Laval, Marc Demers, qui a salué ce remaniement ministériel annoncé le 11 octobre à l'Assemblée nationale par le premier ministre Philippe Couillard. Faisant le tour des nouvelles nominations, M. Demers a souligné le nouvel apport que représentait l'équipe formée par les nouveaux ministres au transport, André Fortin et Véronique Tremblay. Je suis persuadé qu'ils pourront tous les deux prendre rapidement toute la mesure du déséquilibre qu'introduit la nouvelle politique de financement de l'Agence régionale de transport métropolitain pour l'ensemble des citoyens de Laval, a déclaré M. Demers. Et il a aussi ajouté, tout en félicitant le premier ministre pour ce remaniement, exprimant une volonté ferme d'imprimer un nouvel élan à son gouvernement. Le maire Demers s'est dit rassuré de voir que malgré des changements majeurs, il pouvait toujours compter sur l'excellente relation de confiance déjà développée avec le ministre Martin Coiteux. M. Demers s'est dit heureux pour ses citoyens de voir que la ministre Francine Charbonneau conserve sa responsabilité envers les personnes aînées et celles concernant la région de Laval. Cette nouvelle confiance, cette nouvelle confirmation de ses fonctions lui permettra certainement d'assumer un fort leadership et de continuer à défendre et à promouvoir les intérêts des Lavallois, a indiqué le maire de Laval. Il a poursuivi en soulignant que le travail de la ministre Veil à l'immigration s'est effectué à Laval dans un esprit d'ouverture et de grande collaboration. C'est une attitude qui, sans aucun doute, sera adoptée envers la deuxième ville d'accueil des immigrants au Québec par le nouveau ministre en titre, M. Hurtel, que je félicite d'ailleurs pour cette nouvelle nomination, a mentionné aussi du même élan Marc Demers. Centropolis remporte l'or au 2017 ICSC Canadian Shopping Center Awards. Centropolis a remporté l'or dans la catégorie Cause Related Marketing au Canadian Shopping Center Awards qui s'est tenu la semaine dernière à Toronto. Organisé par The International Council of Shopping Centers, ce concours permet de récompenser les meilleures stratégies de développement, de marketing, de design et de commerce de détail dans les centres commerciaux à travers le Canada. C'est grâce à l'événement Éco-Gourmand, un événement éco-responsable organisé en septembre que Centropolis a pu rafler l'or. Fondé en 1957 et comptant plus de 70 000 membres dans 100 pays, The International Council of Shopping Centers s'est donné pour mission de soutenir le développement de l'industrie des centres commerciaux et de faire valoir son importance au niveau de la distribution de biens et de services. Elle nous a manqué la semaine dernière. Tout le temps, Stéphanie Léveillé-Denis. Moi, tu nous manques toujours. Ben oui. Mais là, écoute, c'était pas pareil sans toi, l'émission, la semaine passée. Non. J'ai mis mon beau veston pour toi parce que je me déclarais mon amour pour toi. Aujourd'hui, cette semaine, c'est fait. Alex. Fallait que je le dise. C'est cute. C'est déclaré. C'est déclaré, c'est fait. Est-ce que vous voulez que je vous laisse seule? Oui, donc, Il y a pas de caméraman, là, fait qu'on n'est pas si seul. Non, mais on parle d'un sujet quand même assez sérieux, par exemple, pour placer le contexte. C'est la suite de ce que tu nous avais parlé au cours des dernières semaines, donc de la musique québécoise, la culture québécoise également. On a tous cette passion-là commune ici sur la musique puis la culture. Alors, mais qui est en péril, cependant. C'est ça qui est triste, à quelque part. C'est en péril, puis ça ne l'est pas. C'est en péril parce que l'industrie du disque en tant que telle n'existe plus. C'est comme on disait il y a 2 semaines, c'est une industrie de multimédia maintenant. Les artistes se doivent d'être multitalentueux, donc se doivent d'être beaux, se doivent d'être talentueux au niveau du chant, mais aussi au niveau de l'acting, au niveau des photos. Il faut être très polyvalent maintenant. C'est presque se développer un brand, hein? C'est carrément ça. C'est un brand. Ce qui arrive aussi, c'est que si on prend des succès passés, si on prend, exemple, Jean-Pierre Ferland qui avait sorti l'album Jaune fin des années 70, qui a été un méga succès, écoute, aujourd'hui, s'il reproduisait l'événement, ça n'aurait pas le même impact. Et seulement pourquoi? Parce que la distribution est complètement différente. On n'a qu'à penser à DEP,
qui est un distributeur des plus importants au Québec, qui a fait faillite ces derniers mois. Il y a plein d'artistes qui venaient de lancer un album. Je pense entre autres à Patrice Michaud, qui est un des artistes qui, en 2017, son album Almana était d'un des plus percutants sur le plan francophone. Et toutes les ventes d'albums qu'il a fait, tous les dollars qu'il aurait pu engranger, on sait qu'ils sont minimes. Là, on sait qu'ils sont minimes là, dans les ventes. Là. Ils sont peut-être $1 là, aux alentours par disque après que tout le monde s'est repayé. Des fois, c'est un petit peu moins, tout dépendant de l'entente avec l'étiquette de disque et tout ça. Ben lui n'a pas eu ces sous-là, n'a pas eu cet argent-là. Déjà qu'il ne se vend plus d'albums. Exact. Et comme lui, c'est un artiste populaire, un artiste qui nécessairement a pu en vendre autour de 10 000 à peu près. Là, et ça, c'est un grand succès. Aujourd'hui, au Québec, 10 000, c'est beaucoup. Avant, c'était la norme pour quelqu'un de basique. Et juste pour vous préciser, ça prend environ 15 000 albums de vente pour que tout le monde se soit repayé, pour que ce soit rentable et que les gens arrivent, ce qu'on dit break-even. Break-even, on arrive au point où ça coûte aussi cher à produire que ça rapporte. Il faut vraiment être passionné, parce que là, c'est plus une question d'argent de nos jours. Bien, écoute, ce qu'on a vu dans le passé, si je reviens avec Jean-Pierre Ferland, bien, si on prend cet exemple-là, puis aujourd'hui, on mettrait ça en vente. Donc, premièrement, c'est plus un réseau de distribution physique qui est clôturé parce que protégé par une frontière. Là, c'est international. On parle de toute francophonie, exemple. Bien, dans toute la francophonie, marketer ça de façon mondiale, faire le marketing, la mise en marché, c'est beaucoup plus coûteux, beaucoup plus difficile d'atteindre sa cible de public cible. Donc là, ça se trouve à cet album-là qui, dans notre histoire culturelle québécoise, est un monument, se retrouve à être dilué à dose homéopathique au niveau de la francophonie s'il sortait aujourd'hui. Tu sais, comme aussi, j'apporte un petit bémol parce que c'est sûr que ces albums monuments-là dont tu fais référence, dont l'album Jaune, il y en a plein d'autres, Harmonium et autres, notre époque, mais aussi c'est que ces albums-là, il y aura toujours des acheteurs de ces disques-là qui sont des classiques. Mais moi, je pense plus à ceux qui sont des nouveaux artistes émergents. Bien, c'est ça. Si Jean-Pierre était nouveau aujourd'hui, ça aurait l'air de ça. Il y en avait moins aussi dans ce temps-là. C'était plus un événement quand quelqu'un lançait un album. Il y avait beaucoup plus de couverture médiatique. Aujourd'hui, on en fait moins de cas. Là. On en fait moins de cas parce qu'il y en a trop. Il l'offre et la demande toujours. Mais si je ramène ça à DEP, qui est un des distributeurs les plus importants, qui lui donc a fait faillite, dont je faisais référence, là, au Québec, il reste Select, qui appartient au groupe québécois. Et sinon, les autres artistes se tournent vers des multinationales comme Sony comme distributeur et se tournent comme dont Universal, par exemple. Et ce qui arrive, c'est que ces multinationales-là ne vont prendre que des artistes qui sont des valeurs sûres, donc qui sont certains qui vont en vendre. Donc, des Vincent Vallière. Donc, des artistes comme ça qui vendent des albums. Mettons, Mario Pelcha, qui est une... Guylaine Tanguay, effectivement. Voilà. Alors, ce qui fait en sorte que ça peut tuer des jeunes auteurs, compositeurs, interprètes et des projets qui pourraient être super intéressants pour les gens. C'est multifacetté parce que si on prend exemple 2001-2002, il y a eu le phénomène de Star Academy que j'ai affectueusement rebaptisé Star Epidémie parce que depuis, c'est environ une mouture de 10 artistes par saison qui se fait avec les Lavoie, etc. Et ce qui se passe de ça, c'est que sur cette mouture-là, c'est seulement 1 ou 2 artistes qui finissent par avoir une carrière en bout de ligne. C'est pas beaucoup. Puis le concept qui dure 5 ans au lieu de 20 ans et de 25 ans. En plus, le concept a changé. C'est que maintenant, on demande au public de choisir qui est-ce que vous voulez qu'on signe, qui est-ce que vous voulez entendre. On prend plus de risques. On prend plus de risques. Avant, un A&R, donc un Artist and Representation, qui était chargé par la maison de disques de trouver des talents et de prendre ce poulain-là et de l'amener à l'écurie et le formater pour avoir une carrière future. Maintenant, cette job-là, c'est presque comme la bourse. Ah, ben écoute, tu vois, celle-là, là, on a des bonnes chances. On fait ça. Il est déjà aimé, c'est déjà une star. Exactement. On mise plus sur un facteur de bâtir une carrière sur 2-3 albums. Si elle ne fonctionne pas, on le tablette assez rapidement aussi. Effectivement. C'est généralement 1 ou 2 extraits maximum. Mais on monte, on forme une star avant d'investir. Il faut être une star avant d'être rendu, presque. Il faut déjà avoir son followers de fans. Puis avant déjà avoir les réseaux sociaux. Ah oui, il faut que tu aies un bon réseau. Et ça, c'est sans compter, on en a parlé il y a 2 semaines, mais sans compter le moyen de rétribution pour les plateformes comme Spotify, c'est sans compter aussi les chansons francophones à la radio qui sont nécessaires pour les quotas, mais aussi pour la rétribution pour la SOCAN. Ils reçoivent des redevances pour les auteurs, compositeurs, interprètes. Donc, c'est tellement important
de regarder ça à la loupe pour les gens Et qui... les interprètes font des pinottes là-dedans. Ben, c'est souvent le producteur qui va s'en mettre un petit peu plus dans les poches, mais c'est aussi la personne qui prend le risque financier, qui fait l'échafaudage. En même temps, de nos jours, là, pour peut-être indiquer aux gens, là, dans le fond, de nos jours, pour faire de l'argent, un artiste qui réussit à avoir un gros succès, il faudrait qu'il soit auteur, compositeur, interprète, producteur, gérant, et qu'il soit propriétaire de sa propre... Non, mais dans le domaine de la production, là, mais propriétaire de sa propre étiquette de disque. Ce serait ça, tu sais. Et surtout avec une tête dure, mesdames et messieurs. Une tête de cochon, comme on dit en français. Carrément. Merci beaucoup, Steph, comme d'habitude. Ciao. Nous recevons Roger Allary, président du Club social des résidents du domaine Bellerive, pour nous parler de l'Expo artisanale 2017. C'est la 17e édition qui va avoir lieu le samedi 4 novembre prochain. Bonjour, Monsieur Allary. Bonjour. Merci d'être là. Ben oui, merci d'être là. Donc, pouvez-vous nous parler un peu de qu'est-ce qui va se passer à cette exposition artisanale? C'est la 17e édition. On fait ça tous les années au début du mois de novembre. Ça commence la saison des fêtes. Ceux qui veulent acheter des cadeaux Originaux artistiques. Originaux à donner aux fêtes, c'est le moment des acheter. Et quand on parle d'artisanat, quel type d'artisanat? Parce que ça peut être très large. Là. Ça peut être très large. Il y a du tricot, il y a des personnes qui font des bijoux, des personnes qui font des peintures. Des toiles, j'imagine. Ouais, photos aussi, il y a des photographies, des photos. OK. Et est-ce que aussi, pour les gens qui sont à l'écoute, qui aimeraient peut-être se joindre aux artisans sur place pour offrir ce qu'ils font aux gens qui vont se présenter, aux consommateurs sur place, justement à leur tour, est-ce que c'est possible encore? Est-ce que vous avez encore de la place? Il y a encore quelques espaces à louer. Vous pouvez me rejoindre au 450-934-2165. Ça me ferait plaisir de vous répondre. Ou si vous avez envie de jaser avec M. Allary juste pour le plaisir, il est toujours disponible. Toujours disponible. Donc, c'est un peu comme un salon des métiers d'art. Exactement. Et puis, ça va avoir lieu où? C'est le 4 septembre dans l'entrée principale du domaine Bellerive. Okay. Et je pense que quand on parle du domaine Bellerive également, c'est un domaine, en fait, c'est un endroit où il y a plein de choses à faire aussi pour les personnes âgées, peut-être, qui nous écoutent. C'est un endroit merveilleux. Nous avons une piscine, nous avons un gymnase, une salle de billard. Nous avons des activités... Des activités quand même, donc larges, très larges. Mais est-ce que c'est ouvert à la population, par exemple, aussi? Faut être membre, club social, il faut être résident du domaine Bellerive. Il faut être résident. Donc, les activités sont gratuites. C'est comme ça que vous financez les activités avec l'exposition artisanale. Exactement. Mais à ce moment-là, l'exposition, par contre, artisanale sera ouverte à toute la population. L'exposition est ouverte à tout le monde. Est-ce qu'il y a un coût d'entrée? Non, il n'y a pas de coût d'entrée pour venir à l'exposition. Vous allez chercher le financement avec l'allocation. Seulement de l'allocation des tables. Oui. Okay. Puis à ce moment-là, évidemment, chaque artisan, évidemment, vend ses objets. Ses objets, oui. Oh, parfait. Bien, merci beaucoup pour venir nous en parler. Donc, rappelons-le, c'est au domaine Bellerive. C'est le 4 novembre, 17e édition, donc exposition artisanale. Exactement. Et puis, rappelez-nous, donc, moyen pour... Est-ce qu'il y a une page Facebook également? Est-ce qu'il y a moyen... ça va être exposé les panneaux de la ville de Laval, qui ont à divers points. Ça va être indiqué. OK, donc les gens peuvent aussi, dans les rues de Laval, avoir les indications de ce qu'on vient de jaser. Exactement. Merci beaucoup encore. Merci, M. Allary. Ça me fait plaisir. Il nous a fait toute une impression à son dernier passage. Bonne impression. Une bonne impression, je tiens à préciser. Non, on l'adore, M. Arez-Bourlacou. On vous adore, bien sûr. Et on en redemande. Merci. Au plaisir de retrouver nos téléspectateurs. Évidemment, on parle de politique municipale locale. Les gens, évidemment, si on n'a pas encore compris que le 5 novembre, il y aura un choix à faire. Il y a des pancartes partout dans les grands artères routiers, dont ici, Boulevard industriel, où nos studios se trouvent. Monsieur Bourlacou, au moment d'enregistrer cette émission et cette entrevue, on était à quelques heures après un débat. Pouvez-vous nous en parler tout d'abord de votre impression? Effectivement, j'étais impressionné, je vous l'ai dit de l'emblée de notre discussion, par la qualité des propos exposés par les participants. Je trouve que c'était l'un des meilleurs débats qu'on a eu ici à Laval. Est-ce qu'on a un gagnant jusqu'à présent, on peut dire, de ce débat? Je ne pense pas qu'il y a une personne qui s'est démarquée par rapport au groupe, mais comme vous avez constaté déjà, c'était très éclectique, les promesses électorales
électorale. Il n'y aurait pour même les pas un candidats. qui est en avance, M. Demers, c'est pas garanti. Donc, ça va être très serré. Comme on dit qu'à Montréal, ça va être serré, OK. je pense que le scénario va se reproduire Ouais. ici à Laval. Est-ce que le fait aussi qu'il y a 5 candidats, ça ajoute pas également au fait que le vote sera dilué en même temps? Ce sera quand même plus difficile? Oui, effectivement, il y aura cette possibilité qui est envisagée par des stratèges politiques. À un certain moment, les deux candidats qui seront en liste, disons, parmi les premières, qu'ils splittent leur vote. À ce moment-là, il y aura la possibilité que les autres qui viennent sur l'orbite de la campagne, ils peuvent remporter la mise. Mais moi, je m'y connais pas beaucoup en politique municipale de Laval, du moins. Est-ce que vous pourriez faire un petit survol de chaque candidat? Exact. Comme ça, on pourrait apprendre à les connaître. Ouais. C'est vrai que je suis pas la seule. Un engagement, peut-être isoler un engagement qui, jusqu'à présent, ont quand même fait réagir. Je sais que, par exemple, si je prends l'exemple de Mme Sonia Baudelot, qui est d'Avenir Laval, elle parlait beaucoup de défendre, de protéger le bois de l'Équerre, de protéger aussi, dans le fond, un moratoire contre un changement de zonage pour protéger les espaces autant verts que urbains. Est-ce que c'est un bon engagement, finalement, qui peut être peut-être tenter de convaincre beaucoup de gens, vous pensez? Je pense que Mme Baudelot, c'est une des personnes qui est la mieux connectée auprès de communautés culturelles. Elle fait une campagne auprès de groupes spécifiques, très bien ciblés. Alors, il est possible que les gens sont venus avec des propositions, vous savez, le courant qui passe Ça à serait travers sa la société. stratégie. Alors, ça serait sa stratégie, effectivement, de répondre à une demande très spécifique de ces groupes-là communautaires. Puis, je pense que M. Demers voulait aussi ajouter... Oui, prolonger la ligne de métro, ça m'intéressait particulièrement parce que quand j'habitais à Laval, je trouvais ça épouvantable de prendre le métro. C'est un exemple classique d'un investissement de l'État en infrastructure. C'est sûr que ça va augmenter, ça va donner une forte impulse pour la main-d'œuvre. C'est très populiste aussi comme... C'est pas forcément populiste, mais les coûts seront énormes. Mais c'est parce que là où je veux en venir, c'est que ça touche tout le monde. Le transport en commun, beaucoup de gens vont travailler à Montréal, prennent peu importe le moyen, le métro, puis on se constate qu'il n'y a pas de stationnement. Ça prend plus de stationnement. Il n'y a pas de stationnement autour des métros. Ça, c'est pour cela que je dis c'est pas populiste, mais il faut voir toujours l'équation coût-bénéfice. Ouais. Qu'est-ce qu'on aura comme citoyen au moment où on va démarrer un tel chantier. Et si je prends un monsieur, Jean-Claude Gobet, qui est chef d'Action Laval, qui lui propose que Laval obtienne sa juste part de la taxe d'assises sur la vente de cannabis, quand on sait que Québec a de la misère à se conformer à cette loi, chaque province ne sait même pas dans quelques mois comment on va gérer le cannabis, la légalisation. Est-ce que c'est, disons, réaliste de penser qu'une ville comme Laval peut aller chercher ce genre de taxe-là? Ou... Oui, et c'est pas surprenant parce que M. Gobet reprend en quelque sorte une idée de Mme Baudelot qui, c'était la première qui a lancé dans le débat cette affaire avec le cannabis. Semble-t-il que c'est un sujet qui préoccupe les gens. Alors, lui, peut-être, il a des analyses, vu que quelques conseillers du comité exécutif sont très proches de lui, qui lui dit qu'il y aura cette possibilité, effectivement, d'augmenter des revenus, mais il faut faire une entente avec le On ne sait même pas ça, encore comment ça sera vendu, où ça va être vendu. Exact. Faudrait au moins savoir. On a encore un an à peu près. Là, également, parce que là, je regarde, parce qu'il y a beaucoup, comme évidemment les gens le savent, beaucoup de gens qui se présentent. Il y a également, si je peux me retrouver rapidement dans mes feuilles, parce que j'ai beaucoup de matière, j'ai Alain Lecomte, qui est le chef de l'Alliance des conseillers autonomes, qui, lui, finalement, demande au syndicat des cols bleus que lui allait s'asseoir avec eux s'il est élu le 5 novembre. Donc, s'il devient maire, voudra corriger peut-être certaines erreurs. C'est dans ces mots que je reprends un peu. Établir de nouvelles bases. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ça. On constate de plus en plus un rapprochement, disons, entre la partie exécutive d'une administration puis les gens qui sont col bleu, syndicats, etc. Je fais juste une petite parenthèse. J'étais étonné de voir hier pour la première fois en première le moment où on annonçait l'entente entre Bombardier et l'Airbus.
c'était à côté le président du syndicat des ouvriers qui se réjouissait de cet accord, puis donnait comme son aval. Peut-être qu'on est plus ou moins dans la même pratique. Mais est-ce que c'est encore si payant, les syndicats qui ont de moins en moins de pouvoir dans la façon d'élire? Souvent, on disait, si tu as le syndicat de ton bord, tu es sûr ou presque de te faire élire. Est-ce que c'est encore payant de s'acoquiner avec les syndicats? C'est pas déterminant, mais ça pourrait compter dans la dynamique parce que quand même, c'est un gros nombre de personnes qui font partie. Alors, pourquoi pas, un candidat devrait aller les chercher. Messieurs, c'est beau de vous voir. Vous avez l'air tellement passionné par le sujet, Alex. J'aime ça que tu tripes sur la politique comme ça. J'adore la politique. Je suis né là-dedans. Mais c'est tout le temps qu'on avait. Oui, puis on n'a pas eu le temps de parler de M. Michel Trottier, qui est chef de parti Laval, qui, lui, s'engage à réduire la période de stationnement hivernal à 5 mois. Mais je pense que c'est une décision qui ne sera pas impopulaire. Je pense que tous les gens qui doivent pelleter l'hiver seront contents de cette initiative. Bien, pour terminer avec une petite blague, vous savez, on avait dans l'histoire ce grand personnage, Otto von Bismarck, qui était le chancelier de l'Allemagne à l'époque, 1850-1890, etc. Puis lui, il disait toujours, on ne dit plus jamais plus de mensonges qu'avant une campagne électorale, pendant la guerre et après une chasse. Voilà. Hey, merci. Merci, monsieur. Un grand plaisir. Merci encore. Un Noël en chanson à la Place Belle. Brigitte Boisjoli, Paul Darèche, Marie-Michel Desrosiers, Ima, Laurent Jalbert et Guylaine Tanguay feront revivre les grands rassemblements du temps des fêtes avec Noël, une tradition en chanson, un spectacle qui devrait plaire à toutes les générations. La distribution comprendra aussi Michael, qui alternera avec Gino Chilico, ce dernier participant actuellement à l'adaptation de l'opéra Les Feluettes du côté d'Edmonton. Pour la légende du country québécois Paul Darèche, ce spectacle sera un retour aux sources, lui qui a enregistré 3 opus du genre avec le reste de sa famille. Lors du dévoilement de Noël, une tradition en chanson, le producteur Martin Leclerc a bien prévenu le monde que cette production visait à devenir récurrente pour plusieurs années à venir. Evenco et Production Martin Leclerc présentent le spectacle Noël, une tradition en chanson, le dimanche 10 décembre à 16h à la Place Belle, au 1950 rue Claude Gagné, mise en scène de Joël Legendre. Autisme, près de 2 millions chaque année pour la région. Le gouvernement du Québec a annoncé un investissement de 1 733 000 $ dans la région de Laval par année pendant 5 ans au Centre intégré de santé et de services sociaux pour améliorer les services aux personnes atteintes du trouble du spectre de l'autisme et leurs familles. En plus de ce financement, un montant additionnel de 682 000 $ non récurrent est alloué à la région. C'est ce qu'a annoncé la ministre déléguée à la réadaptation, à la protection de la jeunesse, à la santé publique et aux saines habitudes de vie, Lucie Charlebois, de passage à Laval le 13 octobre dernier. L'argent sert, entre autres, à réduire les nombreuses listes d'attente pour l'obtention de services et à offrir un soutien financier aux organismes communautaires afin de créer de nouvelles places en répit, en dépannage et en gardiennage. Des outils seront développés pour les adolescents et jeunes adultes en lien avec leur projet de vie et la transition de l'école au marché du travail. La ministre de la Région, Francine Charbonneau, et la présidente directrice générale du CISSS de Laval, Caroline Barbire, ont accueilli avec joie cet investissement. D'ailleurs, il a servi à réduire la liste d'attente. 225 personnes étaient en attente de services sur le territoire lavallois. Aujourd'hui, on en compte 112. La présidente directrice générale du CISSS de Laval et son équipe ont décidé de prioriser le service pour les jeunes de 4 ans, si bien qu'il n'y a aucune attente pour eux. À travers le Québec, c'est un montant de 29 millions ainsi qu'une somme de 1,25 million pour la recherche et la formation que le gouvernement du Québec investira annuellement dans le cadre de son plan d'action sur le trouble du spectre de l'autisme 2017 à 2022, dévoilé le 21 mars. De plus, 11 millions pour cette année s'ajoutent pour la réduction des listes d'attente. Ce plan comprend 35 actions et résulte du premier forum québécois sur le trouble du spectre de l'autisme qui s'est tenu les 11 et 12 février 2016. Salutations à tous. Je connais notre invité depuis le début de sa carrière, alors qu'il faisait partie du groupe Les Pieds Légers. Mais son cheminement, depuis, il y a un cheminement intéressant. Étienne Cousineau, c'est un plaisir de t'accueillir. Un plaisir partagé.
Étienne, actuellement, Oui. comment ça va ta carrière? Ben, ça va bien, mais j'ai bifurqué de la danse à la musique. Ben oui, ça fait longtemps, oui. Depuis longtemps. Ça va très bien. 3e album en préparation. 3e? 3e déjà. Une série de spectacles. On travaille fort la carrière, là. Oui. C'est bon? Oui, ça va très bien. Je suis content. Oui. Est-ce que tu as toujours le même nombre, le même groupe de personnes qui t'assistent quand même? Ben, tout dépendant des projets, pour ma carrière solo, ça change selon le projet. Mais j'ai ma gérante qui est la même depuis des années, qui m'aide beaucoup au développement de la carrière. Puis on a des beaux projets qui s'en viennent ensemble pour l'année qui s'en vient. Oui? Oui. Bon, est-ce qu'on peut en parler immédiatement un peu, quoi? Non? Ben, Brièvement? pas tant, parce qu'il n'y a rien de confirmé. Puis après ça a toujours l'air fou quand on dit « Ouais, ben finalement, ça n'a pas marché. » Oui, ça n'a pas marché, c'est ça. Je viendrai vous en reparler dans une émission prochaine. Mais actuellement, tu as une activité qui s'en vient qui est des plus intéressantes. Quand même. Exactement. Ben, en fait, moi, il y a 13 ans maintenant, j'ai fondé les Productions Bellurette. Oui. À Laval, on est un organisme, on produit des opérettes un peu oubliées du répertoire. Et cette année, donc du 24 au 26 novembre à la Maison des Arts, on présente l'opérette Chansons gitanes de Maurice Yvain, qui a été composée en 1946. Donc c'est assez récent dans le répertoire d'opérette. Mais donc la musique est riche, on flirte avec le jazz, donc mélange de classique et de jazz. On sait que vous avez une réputation, vos spectacles, j'ai assisté à peu près à tous vos spectacles, une réputation quand même de beaucoup de diversité, Oui. beaucoup de comédie, Oui. et puis de la danse, et puis de... Bien, on essaye toujours de parodier, non pas de parodier, on essaye de mettre le plus d'humour qu'on peut, tout en respectant l'œuvre. On ne veut pas dénaturer l'œuvre, on ne veut pas manquer de respect aux compositeurs, à ceux qui ont écrit le livret. Donc, cette année, pour Chansons gitanes, normalement, l'intrigue se passe en 1820 dans un domaine avec des comtesses, des duchesses. Nous, cette année, on le transpose en 1987 dans le domaine des soaps américains. Donc, on retrouve un peu l'esprit de parodie de dynastie, des Feux de l'amour. On flirte. Ça ira pas comme Le cœur a ses raisons. On s'en va pas dans un côté plus clownesque, mais on s'en va dans tous les clichés de soap américain. Formidable. Mais je sais qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de va-et-vient, il y a beaucoup d'activités dans Oh les oui, pièces, des quand même. chorégraphies. On est en répétition présentement et disons que les derniers temps, là, avec les canicules, on avait hâte que ça achève parce qu'on Oui, était hein. très chaud en répétition. Les représentations se donnent à quel endroit? Maison des Arts de Laval, À la Maison des du Arts. 24 au 26 novembre pour 24. 4 représentations. 4 représentations? C'est Vendredi bon. soir, 2 le samedi et une le dimanche après-midi à 15 Ah, ça va être formidable, Oui. ça, quand même, de voir ça. Oh, on est 18 sur scène. Oui. Oui. Maintenant, dans tes projets, tu as eu beaucoup d'activités à l'extérieur actuellement. Je sais que tu joues un peu partout dans la province, en province. C'est quelle sorte de répertoire que tu joues en province? Par exemple, je sais qu'à Rimouski, par exemple, tu fais des spectacles. Ben, à Rimouski, là, je suis allée pour vendre des spectacles. Mais quand je fais mes concerts solo, c'est classique. Je peux pas ne pas en faire. Mais je fais aussi du pop un petit peu, du pop lyrique à la Josh Groban, Sarah Brightman. Donc, c'est pas pop rock. C'est du solo, ça, quoi. C'est du solo, oui, exactement. Bon. Mais les gens, comment réagissent les gens encore lorsqu'ils entendent ta voix? Est-ce qu'il y a encore les mêmes réactions qu'il y a... Plus maintenant, parce que depuis que j'ai fait la voix, disons que ça a un peu dévoilé à tout le monde ma voix. Donc, il n'y a plus l'effet de surprise comme avant, mais les gens souvent sont impressionnés parce qu'à la télé, puis en vrai, c'est pas pareil, on a la vibration que la télé nous permet pas d'avoir. Donc, il y a quand même un côté que les gens sont impressionnés, mais c'est plus un effet surprise. La voix a été pour toi un support important? Ben oui, parce que ça a été une vitrine extraordinaire. Réussir à aller toucher 2,5 millions de spectateurs, en plus des rediffusions puis des extraits sur Internet puis d'autres émissions, ça, c'est sûr que je peux pas renier l'importance qu'a eu la voix dans ma carrière. Ça t'a emmené aussi à faire des spectacles en Europe aussi? Oui, deux fois, j'ai été en Europe, appelé en Europe à aller faire des concerts, 2 albums sur le marché. Donc, ça a donné un méchant coup de main. Oui, Oui, hein, c'est Oui. bon.
Alors, on va faire un rappel encore. C'est à la Maison des Arts. Oui. Et quelle date encore? Du 24 au 26 novembre, l'opérette s'appelle Chanson gitane. Chanson gitane, ça va être fantastique. On va aller Très, voir ça. très bon. Alors, on invite nos téléspectateurs, nos auditeurs à venir voir ça. Vous allez voir ça que Étienne, c'est toujours bon, les spectacles. C'est très toujours bon, on s'amuse. Formidable. Merci beaucoup, Étienne. Merci à vous. Un plaisir. Jackie Chan qui veut se faire connaître pour ses talents d'acteur dramatique. Est-ce que ça fonctionne, messieurs? Oui. Bien, mais ça Mais fonctionne. ça Oui, fonctionne. ça a bien passé. J'ai pas vu le film, désolée. On parle du film L'étranger. Oui, oui, effectivement, on parle du film L'étranger qui est tout à fait mon genre de film. Ben, ouais, t'as-tu Oui, vu la ça bande-annonce serait- au moins pour avancer ça? Mais quoi, Oui, ton oui, genre mais de film. Nicolas- Moi, je pense qu'il n'y a pas tant d'action que ça. Ah, OK. Puis, si on revient à l'histoire, dans le me fond, suis trompée. c'est un homme qui a l'air totalement inoffensif. Ouais. Et là, au tout début, sa fille meurt dans une explosion commise par des terroristes. Et lui, dans le fond, il se venge et il retrouve un politicien qui sait qu'il y a certains liens avec le groupe terroriste irlandais qui ont mis la bombe. La IRA, finalement. Oui. Et C'est il Pierce veut Brosnan les qui noms incarne des celui-là. méchants. Ouais, Le c'est ça. méchant. C'est ça. Ben, pas le méchant, mais le personnage de Jackie Chan veut les noms de ceux qui ont commis l'attentat et il harcèle le personnage qui est interprété par Pierce Brosnan pour avoir ces noms-là. Puis ça marche bien, messieurs, parce que Ça j'ai marche l'impression que très c'est tellement cliché, cette Ben, prémisse-là. oui, On a c'est entendu cliché. ça 1000 fois. Oui, ça ressemble à Taken d'une certaine façon. Oui, c'est cliché. On a tous déjà vu ça, mais la manière que c'est fait, c'est bien réalisé. Jackie Chan, il est très bon. Il est convaincant. C'est un bon acteur dramatique. Il est convaincant. Puis justement, tu sais, on faisait référence avant d'entrer avec les caméras sur le plateau. On disait à quel point les années 90, les films d'action que vous avez vus de Jackie Chan, début 2000 aussi, tu sais, c'était très chorégraphié, ces scènes d'action, ces scènes de combat. Ça en était même un peu drôle, ludique. Mais là, de le voir dans quelques scènes, il faut dire quand même qu'il n'y a pas beaucoup de scènes d'action, peut-être 3 tout au plus. Mais là, c'est beaucoup plus aussi, même dans sa façon de se battre, de se défendre, de bouger. Ça a l'air beaucoup plus naturel aussi. Puis ça, je trouve ça intéressant. Ils ont enlevé l'aspect comédie, là, parce qu'il n'y a rien d'autre Oui, dans ce film. mais quand même, tu sais, il se blesse. C'est fait d'une façon réaliste, tu sais, pour un personnage qui aurait une soixantaine d'années, qui serait très bon en arts martiaux. Donc oui, il se blesse. Mais si on revient un peu aux années 90, des années 90, Jackie Chan a percé en Amérique, mais pas juste ça. Depuis des années 80, il a percé en Chine. Des années 90, c'est Jackie Chan, ça a été Jet Li, ça a été aussi le réalisateur John Woo, ça a été plusieurs personnes importantes de l'industrie du cinéma en Chine qui ont percé ici, qui nous ont apporté quelque des chose classiques. de nouveau, disons. Oui, oui, puis c'était rafraîchissant, puis c'était des classiques, puis de le voir, moi, se déployer justement dans un acteur sur une trame dramatique comme ça, vraiment, on dirait que j'ai découvert un nouveau Jackie Chan. Oui. Et tu sais, quand on dit que, tu sais, le bon vieux vin, là, finalement, quand tu le laisses un peu là, dans ta le cave à laisses vin, respirer. puis c'est ça, c'est comme le bon vieux vin. Bien, je pense que c'est un peu ça dans l'esprit de Jackie Chan, mais j'ai jamais trouvé Pierce Brosnan très convaincant dans tous ses rôles. J'ai toujours trouvé que c'était un acteur très correct, très ordinaire. Apparemment qu'ils ont une bonne chimie, les tout deux à fait. ensemble Mais à tu sais, l'écran. Pierce Brosnan, c'est un acteur télé. Il a fait des soap operas pendant des années Ça paraît. avant d'avoir le rôle de James Bond. Mais si on vient à James Bond 2 secondes, Martin Campbell, le réalisateur de ce film-là, a 2 fois fait des reboots de la franchise James Bond. En 1995, le premier film de Pierce Brosnan, GoldenEye, s'est réalisé par Martin Campbell et ça faisait depuis 1989 qu'il n'y a pas eu de James Bond. Et après ça, 2006, Casino Royale, Martin Campbell aussi. Mais en 2011, il a fait Green Lantern, un flop à tous les niveaux. Et c'est son premier film depuis Green Lantern. Fallait qu'ils se remettent. Et Ben, effectivement, c'est c'était pourri, c'est ça. On a l'air dans une tendance, je l'ai ajouté parce que, tu sais, on a beaucoup parlé ces dernières semaines de films adaptés de romans. Oui, Et ça, c'en est un c'est aussi. adapté d'une adaptation de David Marconi, Ennemi de l'État, donc Chinaman, de ouais. Chinaman. Chinaman, Oui, c'est Stephen ça Weber. aussi. Ben, Marconi qui avait été aussi, c'est ça, qui avait aussi écrit L'Ennemi de l'État, mais qui finalement c'est du roman de Chinaman de Stephen Later. Donc il y a une adaptation encore là d'un roman. On a l'air en Ben, panne c'est d'inspiration. facile. Ben, ça fait longtemps que c'est comme ça. C'est beaucoup plus facile
Et aussi, bon, c'est un film qui a eu un très petit budget. Martin Campbell, il a passé de, je sais pas, je pense que c'est pas loin de 150 millions. Green Lantern, un petit budget de 35 millions. Je pense millions. C'est ça, il se remet tranquillement dans le milieu. C'est comme la musique, hein? On veut des valeurs sûres, donc un livre qui s'est bien vendu, c'est une valeur sûre. Et je dirais pas, on peut pas dire comment ça se termine, mais s'il y a une suite, ça ne m'étonnerait pas. Parce que même si le film est arrivé au numéro 3 en Amérique du Nord avec 12 millions, à travers le monde, il est à 100 millions de dollars. Donc, un film qui est rentable présentement. C'est très rentable. Et ça me fait penser à ces films de Liam Neeson, dont il est le personnage central. C'est à peu près toujours la même chose. Sa fille se fait kidnapper ou elle est décédée par il joue lui-même. Et lui, il joue le rôle du père vengeur. Ça me fait penser toujours un peu à ça, mais ça reste que toujours des suites et c'est toujours des films qui sont, pour vrai, divertissants puis qui sont bons. Oui, mais tu sais que quand tu compares d'une certaine façon ça à ce que Liam Neeson fait, Liam Neeson a toujours fait des rôles dramatiques, à part peut-être Darkman en 90-91, mais sinon, ça a été en 2008, à partir de Taken, que là, tout à coup, il a commencé à changer et là, on a commencé à lui proposer des films dans ce Comme Jason Statham, avec toujours le même genre de rôle aussi dans une autre optique. Là. Oui. Mais c'est ce genre de film-là qu'il porte super bien, qu'il voit comme un gant. Puis moi, j'ai trouvé que, justement, si ça peut pas faire renaître également, moi, de le revoir, Jackie Chan, de me rappeler ma nostalgie des années 90 en le voyant. Au moins, t'as pas l'impression d'avoir le même personnage dans un film différent. T'as l'impression que c'est complètement... Si ce personnage-là revient dans d'autres films, ou même Jackie Chan ferait des rôles un peu plus... C'est sombre comparé à toutes les choses qu'il a faites ici. Très drôle, très accessible aussi. Est-ce qu'il était impliqué dans la production? Parce que j'ai vu que c'est pas une production américaine, c'est chinoise, c'est une british. coproduction chinois-britannique. Est-ce que les Américains se sont mêlés à ça? On ne sait pas. Peut-être. Mais c'est ça, mais je pense que, anyway, vu que Jackie Chan est encore une énorme vedette en Chine, le marché principal, c'est le marché de la Chine. Ouais. Et d'ailleurs, une affaire drôle qui est arrivée pendant le tournage, dans le film, à un moment donné, il y a une explosion, il y a un autobus qui explose sur un pont. Et le problème, c'est que quand ils ont fait cette scène-là et que le bus a vraiment explosé sur le pont, ils n'ont pas averti tous les résidents à côté. C'était à Londres. Pour vrai? Ils n'ont pas averti. Mais tu sais, il n'y a personne qui a été blessé, mais les gens ont appelé pour rapporter un attentat terroriste. Qu'est-ce qui se passait, surtout qu'on est dans une ère de... Ben c'est ça, tu sais pas, tu regardes dehors, puis tu vois un autobus à 2 étages là, qui surtout explose de nos comme jours, ça. c'est assez inquiétant. Puis tu as une shot du pont, justement, où tu vois une shot aérienne du pont, puis il n'y a rien sur le pont. Tu sais, si ça aurait été des gros plans, ben, il aurait pu avoir des barricades, des signes. Surtout à Londres, qui pourrait être une cible potentielle. Ben c'est ça, qui a déjà été le cas par le passé. Ben oui. Et puis, il nous reste peu de temps, mais je tiens juste à dire, puis dans les prochaines semaines, je sais que tu n'adores pas nécessairement les films québécois. Ben oui, j'aime ça. Oui, c'est ça. Tu dis pas la même chose quand tu es en dehors des caméras. La face est très convaincante présentement. La moitié gauche du frigo, un de mes films préférés. Ben, je te concède que c'est un excellent film, mais c'est un film qui date de plusieurs années. Alors moi, je te parle de cinéma contemporain, encore plus contemporain. Bon Cop, Bad Cop 2. Bon Cop, Bad Cop 2. Ah, OK, voilà. Ouais. Mais là, les prochains films qui s'en viennent, on a le Trip à 3 avec Martin Matt qui s'en vient dans les prochains mois. Et on a aussi Les Affamés Pieds nus aussi. dans l'aube aussi, Les Affamés qui prennent... Ça, je vais aller le voir. Moi, j'ai hâte de voir le nouveau, le 1991. Est-ce que ça va être ça, la suite Ça de va être en 2018. 1991? On est en tournage présentement. Hey, là, ça, je l'attends, celui-là. Avec grand plaisir. On s'en reparle. Oui. Pieds nus dans l'aube, ça parle de Félix Leclerc étant jeune. Je l'ai vu cette semaine. Je te mets au défi de nous en T'as-tu parler. un scoop pour la semaine prochaine? Ou tu sais pas encore le film? Les Affamés? C'est ça? Excellent, merci. Merci. Giovanni Fiore fait ses premiers pas avec les Ducks. Un ancien du Rousseau Sport Midget 3A, Giovanni Fiore, s'est taillé un poste au sein d'une équipe de la Ligue nationale de hockey, les Ducks d'Anaheim. Celui qui n'a jamais d'ailleurs été repêché, donc ça rehausse l'exploit par une formation du circuit Batman, a disputé le premier match de sa carrière le 7 octobre dans un revers de 3-2 en prolongation contre les Flyers de Philadelphie. Le hockeyeur natif de Chemédé a inscrit un but et une passe en 4 parties préparatoires pour la troupe de Randy Carlyle. Et Fiore a inscrit son premier filet dans la Ligue nationale face à un autre Québécois, Marc-André Fleury des Golden Knights de Las Vegas dans une cause perdante le 22 septembre lors d'une joute préparatoire. Il a déjoué Fleury à l'aide d'un tir précis avec 22 secondes à faire en troisième période, le privant ainsi d'un blanchissage. La saison dernière, Fiore a été le meilleur buteur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec avec 52 buts dans l'uniforme des Screaming Eagles du Cap-Breton.
Il a aussi ajouté 38 mentions d'aide pour un total de 90 points en 61 matchs à sa fiche. Il a également mené les Eagles avec une récolte de 12 points en 11 rencontres éliminatoires. Et durant son parcours chez les juniors, Fiori a amassé 114 buts et ajouté 110 aides, dont 224 points finalement en 281 parties avec Cap-Breton, les Cataractes de Shawinigan, les Voltigeurs de Drummondville et le Titan d'Acadie Bathurst. David Lemieux, Lavallois pourrait se battre à la maison. Le World Boxing Organization, connu sous la WBO, impose un combat obligatoire entre l'aspirant numéro 1, David Lemieux, et le champion du monde des poids moyens, Billy Joe Saunders. Cet affrontement pourrait avoir lieu à la Place Belle le 16 décembre. Camille Estefan du groupe Eye of the Tiger Management est en discussion avec HBO et les clans Saunders afin de les convaincre de s'amener à Laval. Nathaël Quentin qui est qualifié pour le championnat du monde en karting. Nathaël Quentin qui œuvre dans peut-être un secteur un peu moins connu du Québec dans un sport a obtenu son laissez-passer pour participer au championnat du monde de karting qui aura lieu sur le circuit de Portimao dans le sud du Portugal du 4 au 11 novembre. Pour y parvenir, le jeune pilote de 17 ans devait terminer parmi les 2 meilleurs au championnat canadien tenu cet été en Mosport en Ontario. Dans la catégorie des 2 Rotax, Max Quentin a pris le deuxième rang derrière l'Ontarien Jeffrey Kingsley et cet exploit lui vaut donc de représenter son pays dans le cadre d'une confrontation qui va réunir les plus méritants d'une 60aine de pays. Et au total, ils seront 360 pilotes à se disputer la victoire dans les 6 classes au programme. Dans sa catégorie, une 60aine de coureurs prendront le départ. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Anthony Daguerre en direct du local du Mouvement Lavallois, équipe Marc Demers avec Sandra Desmeules. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va super bien. Merci beaucoup de partager avec moi cette entrevue. Bien, ça me fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation puis bienvenue dans notre local. Merci beaucoup. Madame Desmeules, qu'est-ce qui vous motive? Parce que oui, vous êtes conseillère municipale. Oui. Oui, c'est ça. Je suis déjà conseillère municipale. J'ai été élue en 2013 dans le district de Concorde-Bois-de-Boulogne. Je suis membre du comité exécutif et je me représente pour un 2e mandat dans mon quartier. J'estime que le travail n'est pas encore terminé. Il y a tellement de beaux projets pour la ville de Laval. On est juste dans le début, dans le balbutiement de tous nos projets. Qu'est-ce qui vous motive à vous représenter encore une fois? Bien, en fait, on vient de lancer la vision stratégique, on vient de lancer le schéma d'aménagement et je trouve que en ce moment, la page est blanche pour Ville de Laval. Il y a une espèce de momentum en ce moment. On est dans un grand virage, un mouvement. Donc, moi, c'est vraiment ça qui me passionne en ce moment, c'est que je sens que je peux créer l'avenir de demain et c'est ça. Chaque action qu'on pose va vraiment avoir un incidence sur demain et moi, c'est vraiment ça qui me passionne dans mon travail. Et en plus que vous faites partie de l'équipe de Marc Demers, qu'est-ce qui motiverait et qui donnerait l'envie au monde de voter pour vous? En fait, le parti, c'est un parti qui rejoint beaucoup les valeurs des gens. C'est un mouvement, le mouvement Lavallois. C'est un mouvement de citoyens. C'est comme ça que ça partit. Le maire de Mers aime beaucoup la jeunesse, croit beaucoup à la jeunesse. On est toujours 3 jeunes de moins de 30 ans qu'on a gagné en 2013. Et encore aujourd'hui, nous avons des jeunes, je pense entre autres à Isabella Tassoni, Sandra Lelou. Donc, on a une belle mixité, autant les jeunes, autant de toutes les tranches d'âge. Tout le monde est représenté, même au niveau de la culture, les communautés multiethniques. Donc, c'est ça que j'aime. C'est vraiment, là, chacun est représenté dans le mouvement. Puis je pense qu'on colle à l'image de la population. Et vous êtes jeune aussi? Oui, 32 ans, oui. J'ai été la plus jeune élue, dans le fond, au comité exécutif en 2013. Donc, j'avais 28 ans à l'époque, la plus jeune femme jamais élue au comité exécutif. Félicitations. Bien, merci. Et je me dis, dans la vie, il faut souvent aussi passer le flambeau. Donc, j'espère qu'on a des jeunes candidates aussi qui se présentent avec nous. Donc, c'est important de perpétuer et d'entraîner et d'encourager la jeunesse à se présenter en politique. Exactement. Merci beaucoup, Mme Desmeules. Merci énormément et on invite le monde à voter le 5 novembre prochain. C'est un rendez-vous. Allez en grand nombre. C'était Anthony Daguerre en direct du local du Mouvement Lavallois, équipe Marc Demers. C'est
C'est déjà tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. C'est dommage, hein? Très dommage tout J'ai eu le du temps. plaisir aujourd'hui. Ben moi aussi, puis on a été un peu délinquants. Je sais pas si c'est à cause de l'Halloween. Je sais pas, le changement de température. Je sais peut-être. pas. Ah oui, parce qu'effectivement, Changement d'heure bientôt. on a décidé en quoi on va se déguiser pour Ouais. l'Halloween, mais on vous garde la surprise. Semaine prochaine, ce sera notre dernière émission avant Halloween. Alors, c'est clair qu'on vous réserve quelque chose d'assez intéressant. Ce sera, disons pour nous, acte d'humilité, je pense, et aussi de ne pas se prendre au sérieux Mais on va l'autodérision. bien se bidonner, Ouais, je crois. Vous allez rire de nous. Alex, Vous aurez le droit. Je voulais dire encore une fois, je suis Ouais. bien contente que tu t'intéresses à la politique et tu t'y connaisses bien parce Je que te c'est sauve la pas- vie. Oui, tu me sauves la vie, c'est pas mon domaine. Mais écoute, comme je disais, si je m'y intéressais plus, je serais sûrement plus bonne. Certainement, mais, tu pourras peut-être même être la prochaine mairesse de Laval, sait-on Oui. jamais un jour. Ton Oui, ambition, d'ailleurs. bien sûr, oui, c'est, On n'a qu'à bien se tenir pour ceux qui se présentent aujourd'hui dans 4 ans. Tu ris, mais mon chum, lui, son ambition, c'est d'être maire de Sorel-Tracy. Alors, tu vois, je vais peut-être Ben, être la peut-être. future Première femme dame. première dame de Sorel-Tracy. Non, mais que de glamour. La Michelle Obama de Sorel-Tracy, je vous Ben, jure. certainement. Mais blanche. Alors, évidemment, on vous dit à très bientôt. Merci d'avoir été là. Puis juste avant, on vous rappelle, le bingo, c'est tous les dimanches matins vers 9h30. Et puis, vous avez l'opportunité de remporter ces 3 500 $, dont 2 000 $ la carte pleine. tvrl.ca pour tous les détails, vos commentaires, vos suggestions, page Facebook de TV Laval. Puis nous autres, on se dit à très bientôt. Bingo. Une autre édition, bingo! Salut! Merci, Alex. Bye tout le monde. Merci à toi.